Konnichiwa les amis et bienvenue sur Parlons Japon, votre revue de presse japonaise hebdomadaire. Posez votre téléphone, servez-vous un thé bien fumant ou n'importe quelle petite boisson réconfortante. Alors cette semaine, on va commencer par un sujet qui fait pas mal débat au Japon en ce moment, les prix différenciés pour les touristes étrangers. Ensuite, on va changer complètement de registre avec un sujet beaucoup plus stratégique, le gouvernement japonais qui étudie la possibilité d'utiliser une île très isolée du Pacifique pour stocker ses déchets nucléaires. On fera aussi un petit détour par Hokkaido pour parler du phénomène naturel assez fascinant des joyaux de glace. Et enfin on terminera cette émission avec une petite parenthèse culinaire plus légère entre Dragon Ball et pâtisserie de saison. Installez-vous confortablement, c'est parti. Allez, on commence par un débat qui monte pas mal depuis ces derniers temps au Japon, faire payer plus cher les touristes étrangers. Et là, ça pourrait concerner les musées nationaux. L'agence japonaise pour les affaires culturelles réfléchit à mettre en place un système de billets à deux tarifs. En gros, on aurait un prix pour les Japonais et un prix plus élevé pour les visiteurs étrangers. Et ça concernerait 12 grands musées du pays, alors avec parmi eux le Tokyo National Museum par exemple à Ueno ou le Kyoto National Museum. Des lieux qui sont très importants culturellement. On sent tout de suite l'objectif derrière ça et c'est même plutôt assez clair je trouve. L'État veut que les musées deviennent beaucoup plus autonomes financièrement. D'ici 2030, ils devraient couvrir 65% de leurs coûts avec leurs propres revenus, billets, boutiques, expos temporaires. Sinon, ils risquent d'être restructurés, voire fermés pour certains. Alors forcément, avec une faible, des millions de touristes qui arrivent chaque année, la tentation est là. On veut faire contribuer davantage les visiteurs étrangers. Mais alors attention, pour l'instant c'est qu'une proposition, et ça ne sera pas mis en place avant 2031, ça montre juste une tendance, entre les taxes de séjour qui augmentent, certains sites touristiques qui testent des tarifs différenciés, ou bien même les restaurateurs qui proposent des tarifs plus élevés pour les non-japonais ou ceux qui ne parlent pas japonais, on voit que le pays commence à réfléchir à un modèle à deux vitesses où les touristes financent davantage le patrimoine. Allez, on continue avec un sujet assez stratégique et environnemental. Le gouvernement japonais regarde en ce moment l'île de Minamitori comme possible site pour stocker les déchets nucléaires les plus dangereux. Ouais, on est sur un sujet assez lourd et environnemental. Concrètement, le ministère de l'économie a demandé à la municipalité dont dépend l'île, Ogasawara, l'autorisation de lancer une première étude géologique. Bon, l'idée est simple, on vérifie si le sous-sol peut accueillir un site d'enfouissement profond. Parce que ces déchets issus du combustible nucléaire retraité doivent être stockés à plus de 300 mètres sous terre, pendant des dizaines de milliers d'années. Ouais, on parle vraiment d'une échelle de temps presque difficile à imaginer. Et le Japon cherche un site depuis longtemps, donc on a plusieurs projets qui ont déjà été abandonnés parce que les populations locales ont dit non. Minamitori a une particularité assez évidente, il n'y a pas d'habitants civils. L'île est très éloignée, donc environ 1900 km au sud-est de Tokyo, et elle est occupée uniquement par des membres des forces d'autodéfense et du personnel gouvernemental. Donc forcément, ça pourrait rendre le débat un peu moins explosif politiquement, même si pour l'instant, on parle seulement d'une première phase d'étude. Et le petit détail intéressant au passage, c'est qu'il attire aussi beaucoup l'attention parce que des chercheurs japonais ont récemment trouvé d'importants dépôts de terres rares dans les fonds marins autour de Minamitori. Donc mine de rien, cette petite île perdue dans le Pacifique est en train de devenir un point stratégique pour le Japon. Allez, autre sujet beaucoup plus nature celui-là, et peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà ce phénomène, je vais vous parler des joyaux de glace de Hokkaido. Ça se passe sur la côte d'Otsu, dans la petite ville de Toyokoro, dans le sud de l'île. Alors là, je dois dire que le principe est assez fascinant. En plein hiver, l'eau du fleuve Tokachigawa gèle très lentement. Ensuite, ces blocs de glace dérivent jusqu'à l'océan Pacifique, et les vagues vont les polir. Quand ils reviennent sur la plage, ils ressemblent à des cristaux parfaitement transparents, presque comme des pierres précieuses en fait. D'où le nom en anglais de Jewelry Ice, entre parenthèses joyeux de glace, donné en 2012 par l'ambassadeur touristique de la ville. Et aujourd'hui c'est devenu un spot photo assez connu, avec des photographes qui viennent parfois de très loin pour capturer ces blocs de glace au lever du soleil quand la lumière passe à travers. Ça peut donner des teintes orange, dorées, c'est vraiment spectaculaire. Alors petite parenthèse personnelle d'ailleurs, j'y suis allé moi, et je vous ai fait plusieurs vidéos sur la spectaculaire île d'Hokkaido, dont une assez longue où je montre cet endroit entre autres. Alors moi ce jour-là j'ai pas eu la chance de voir énormément de diamants de glace, parce que oui tout dépend de la météo, certains jours la plage en est remplie, d'autres presque pas. Le phénomène se produit généralement entre mi-janvier et début mars, mais honnêtement, même sans ces cristaux, l'endroit reste impressionnant. On a une plage immense, très sauvage, un ciel clair qu'on appelle d'ailleurs le Tokachi Blue,
et des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 20 degrés. Donc il faut être motivé, mais pour les photographes, c'est devenu l'un des phénomènes hivernaux les plus uniques du Japon. Et allez, on finit par une petite parenthèse food, parce que l'actualité culinaire au Japon, c'est toujours un mélange assez improbable entre saison et pop culture, et je dois dire que les Japonais sont assez imaginatifs à ce niveau. D'abord avec une collaboration assez amusante. La chaîne d'udon, Marugame Saimen, propose en ce moment des produits inspirés de Dragon Ball. Ouais, vraiment. Le partenariat a commencé le 3 mars et on peut notamment commander des senzu beans, donc les haricots magiques, version tempura. Dans l'anime, je vous rappelle, le senzu permet de récupérer toute son énergie après un combat. Bah, là peut-être qu'on va pouvoir se transformer en Super Saiyan, j'en sais rien, mais en réalité, ce sont juste des edamame frits en tempura, vendus pour environ 290 yens dans un petit sachet illustré avec Goku, Gohan et Yajirobe. Et l'autre produit phare, ce sont les Dragon Ball Udonuts. Des petites bouchées façon donuts faits avec la même farine que les nouilles udon, recouvertes de chocolat orange pour rappeler les Dragon Ball. Elles sont vendues par lot de 7 comme dans la série avec des petites étoiles en sucre à ajouter soi-même avant de prendre la photo. Alors là, ça semble clairement pensé pour les partages sur Instagram, mais moi je trouve que c'est quand même hyper créatif. Les senzu beans seront donc disponibles jusqu'au 16 mars, donc il va falloir se dépêcher. Puis elles sont remplacées par un onigiri inspiré de la Spirit Bomb, tandis que les udonuts, eux, ils vont rester jusqu'au 6 avril. Donc là, on a un peu plus le temps pour pouvoir en profiter. Et dans un registre beaucoup plus saisonnier, Tokyo accueille aussi en ce moment un festival du Sakura Mochi au grand magasin Seibu à Ikebukuro, qui est d'ailleurs un de mes quartiers préférés de la ville. Le Sakura Mochi, c'est une petite pâtisserie du printemps, fait de riz sucré, de pâte de haricots rouges et enveloppée dans une feuille de cerisier salée. 13 boutiques participent au festival et proposent 19 variantes différentes, l'occasion de comparer les deux grands styles régionaux, celui du Kanto avec une pâte fine un peu comme une crêpe autour de la garniture, et le style Kansai plus texturé fait avec du riz gluant concassé. Bref, entre collaboration d'animé et pâtisserie au Sakura, on sent bien que le printemps commence à arriver au Japon. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode de Parlons Japon. Si ça vous a apporté un éclairage, une nuance ou simplement une info intéressante que vous n'aviez pas vue, dites-le moi en commentaire, je lis vraiment tout. Et si vous préparez un voyage au Japon, je vous rappelle aussi que je suis travel planner spécialisé sur le pays, j'aide à construire des itinéraires personnalisés avec une spécialisation sur les étapes hors des sentiers battus et les rencontres guidées. Donc si vous voulez découvrir un Japon un peu différent, n'hésitez pas à aller jeter un œil à mon site. Pensez aussi à vous abonner pour suivre à la fois ces décryptages d'actualité et mes contenus plus immersifs sur le terrain. Merci d'avoir partagé ce moment d'actu avec moi, on se retrouve très vite pour un nouveau regard sur le Japon, c'était Parlons Japon, à bientôt.